m'appelle Louise. Si je ne parle pas assez fort pour ceux qui sont derrière, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, je vais être aussi. On va essayer de faire un truc un peu interactif pour moi. Je vais juste présenter la permaculture dans son ensemble. Je fais partie d'une association, donc Grandpaille, qui s'occupe de promouvoir la permaculture au niveau national à travers différents outils de communication et grâce surtout à la présence de correspondants locaux ou d'antennes présentes sur tout le territoire national pour faire accéder au plus grand nombre à la connaissance de la permaculture. Alors la permaculture, elle est née en fait un peu partout sur n'importe quel territoire dans le monde, mais c'est, moi je l'ai lu, c'était Fukuoka, qui est un japonais, qui est un microbiologiste, qui est né en 1913 et mort en 2008, qui à la suite de son ancien emploi où il s'occupait de vérifier les enfants des insectes dans les plantes, il a décidé en rébellion de monter une ferme complètement sur le principe du laisser-faire pour voir comment la nature pouvait agir et comment les cultures pouvaient se faire d'elles-mêmes. Et donc suite à ça, son métier a été reconnu, enfin ça... On va faire ça pour le moment. Et donc dans les années 80, ces méthodes ont été reconnues internationalement. Il y a 2 Australiens qui sont venus voir pour connaître la manière dont ils réussissaient à aggraver la terre. Donc aggraver, je suppose, ça pouvait être le terme. Alors il y a vous connaissez dégrader. Donc dégrader, c'est-à-dire qu'on perd, et aggrader, c'est-à-dire qu'on permet de redonner sa structure à la terre, et que ça permet d'avoir une structure plus importante, et finalement les organismes vivants et les bactéries puissent apporter une et donc voilà, donc il y a 2 Australiens qui sont intéressés d'un peu plus près à ce qu'il faisait. Moi j'ai lu La révolution d'un seul brin de paille de ce japonais qui est disponible sur internet en version PDF gratuitement, et ça retrace sa vie, donc ça nous donne déjà une belle introduction à comment le microbiologiste terre à terre a finalement réussi à s'ouvrir à une autre sorte de culture. Alors, pour vous, il y a quoi comme dessin? Ça symbolise quoi? C'est quoi la permaculture? S'il y en a qui sont tentés de répondre, qui n'ont pas compris, alors, il y a des animaux. Donc c'est une vie non seulement grâce à eux, mais avec eux. Là, vous pouvez voir des produits alimentaires qui sont faits petit à petit en compost. Donc, c'est le principe du zéro déchet, une matière qui se renouvelle et qui se recycle. En bas à gauche, vous voyez un verger avec des cultures qui sont florissantes, des associations, surtout différentes strates. C'est ça qui est important en permaculture, c'est que on enlève la monoculture et on pense tout de suite à quelque chose de riche, de dense par des lisières et des effets tortueux. La maison, au cœur de tout, parce que sans l'homme, la permaculture se fatalise au point. Ensuite, il y a un petit rat, parce qu'un petit rat, c'est aussi les nuisibles. C'est tous les animaux qu'on n'a pas envie d'avoir dans sa culture, mais il faut bien qu'on vive avec. Donc, soit on fait en sorte de trouver des méthodes alternatives naturelles pour essayer de les combattre, soit on s'en sert et on dit adieu à certaines cultures et on débrouille pour faire des choses comme si vous avez des salades, complètement, vous allez avoir plein de limaces. Nous, un des trucs un pays qu'on a, c'est qu'on a une race de canards qui s'appelle des coureurs indiens et lesquels qui s'embellent aussi, on les met dans nos potagers, qui viennent rappeler à une bonne période pendant qui c'est encore pour toutes les limaces et tous les escargots, c'est que non seulement on a vraiment les nourrir en graines, mais en plus, on est complètement débarrassé des limaces, on n'a pas besoin de mettre de graines. Ensuite, ça c'est une serre pour la culture importante des semis, des repiquages, ensuite on peut se passer au jardin, une ruche, donc le miel, et puis la forêt, pour bien montrer que sans la forêt, on ne peut pas grand chose parce qu'on retrouve à la fois du bois de construction, du bois de chauffage, et puis c'est là où il y a la plus riche biodiversité avec toutes les strates qui existent. Et donc justement, il y a Bill Mollison, l'Australien dont je vous parlais, qui s'est demandé pourquoi on ne pouvait pas avoir une agriculture aussi forte que la forêt. Et si on suit son raisonnement, ça signifierait qu'une agriculture n'a pas besoin d'entrants chimiques parce que tout ce qui pousse
on vit dans la nature, on se rend compte que les méthodes utilisées pour tuer une vache, vous allez pouvoir vous servir de ces cornes pour le carbone pour la vie de l'outil. Il y a de la graisse que vous donnez, vous allez pouvoir s'en servir pour cuisiner, la peau pour faire des vêtements, pour faire des chaussures, etc. Vous pensez toujours à la globalité et non pas juste je prends un élément, je m'en sers et le reste je jette et tant pis si ça ne sert pas parce que c'est pas fonctionnel. Tout est fonctionnel. Voilà, et un dernier truc sur cette diapo, comme vos collègues ont pu vous en parler, généralement on associe la permaculture au jardinage biologique, mais c'est avant tout un ensemble. C'est pour ça que j'ai mis la maison au cœur de cette diapo. Sans vous, il n'y aura pas de permaculture, et sans permaculture, la nature ne pourra pas retrouver sa force, parce que si vous faites des déchets et que vous ne donnez pas de la nature, effectivement, là, le terme de dégradé va pouvoir s'appliquer et tout va se perdre, et là, nous, notre impact, il aura un effet négatif sur la planète. Et donc, comme première définition, c'est l'application systémique de principes pour créer des systèmes qui sont complets et qui donnent des hauts rendements sans détruire la Terre. Il faut toujours se dire qu'on donne toujours plus que ce qu'on trouve. Et donc, sachez également que c'est du bâton d'appartement qu'on peut voir là, à des grandes cultures avec des étapes pour faire de la permaculture. Permaculture, il y a de la permaculture urbaine, comme on va pouvoir vous parler tout à l'heure Damien, mais il y a aussi de la permaculture à grande échelle et on n'est pas obligé d'être céréalier conventionnel pour faire des céréales. Ici, moi, je connais des gens qui passent en bio, en céréales, et la transition est ambulante parce qu'ils ont plein d'investissements avec des facteurs qui leur coûtent un bras et qu'ils ont tout un système de santé. Ça existe et ce qui fait que leur environnement familial l'impact est tellement plus positif sur leur santé et avec le bon relationnel avec leur famille. Alors, j'avais mis un autre petit jeu, mais si vous n'êtes pas très bavard, c'est très fun. Donc, je vais vous donner des définitions. Là, j'ai mis les mots-clés qui, pour moi, les autres sont d'accord, mais il y a des trucs qui sont clés ici. Et par exemple, pour la conception, je ne sais pas à quoi vous pensez sur des conceptions pour la permaculture. Donc, perma, ça vient avant, je l'ai dit, mais permanent culture en anglais. Et on ne pense pas forcément que de la culture agricole, mais aussi de la culture de vie, c'est un mode de vie, une façon de fonctionner. Donc, conception. Ok. Alors, ouais. Il y en aura plein d'autres. L'association culture, prévoir les ressources, organiser il y a ça, et il y a principalement toi, comment tu te positionnes. C'est-à-dire que tu vas créer ton environnement, on le verra tout à l'heure dans une diapo. Il y a toi, tu construis ton environnement de travail et de vie par rapport à tes centres d'intérêt et à la façon dont tu vas pouvoir aménager ton temps. Et donc, effectivement, tu vas avoir la rotation de culture, certes, mais surtout où tu vas mettre tes champs, où tu vas mettre ta serre, où tu vas mettre ta récupération d'eau, parce que ça fait partie aussi d'un des principes fondateurs en permaculture. Le biomimétisme, c'est bio, la nature, mimétisme, reproduire. C'est les méthodes que l'homme tente de reproduire par rapport à la nature. Il y a des signes qui sont très révélateurs dans la nature. Il y a par exemple l'ellipse sur une coquille d'escargot, vous voyez, ça fait comme ça. Et on retrouve cette éclipse un peu partout. Quand on voit une éolienne, par exemple, fonctionner, on voit que ça fonctionne toujours comme ça. Alors après, c'était juste des conclusions hasardeuses, mais on peut quand même retrouver beaucoup ce genre d'informations. L'écosystème, donc c'est un ensemble formé par une association d'êtres vivants qui fait un réseau d'échanges et des synergies grâce à la diversité de ses habitants. Synergie, ça veut dire qu'il y a un échange qui se crée avec ces donnants-donnants. L'efficacité, alors c'est pas juste l'efficacité du rendement, mais c'est aussi le travail effectué qui permet d'optimiser son temps. Et ça, il faut dire que le temps que vous passerez à faire vos cultures, vous ne passerez pas à lire des bouquins ou à rencontrer d'autres personnes qui sont en train de faire la même chose à côté et qui sont au même stade d'évolution, parce que vous ne communiquez pas directement avec les deux.
Le partage équitable, c'est entre les hommes, oui, mais aussi avec la nature. Se chauffer avec du bois, par exemple, c'est important. Mais on ne peut pas couper n'importe quel bois, donc il faut choisir si on fait une forêt précise pour couper du bois, d'accord. Mais on partage équitablement avec la nature. Je prends, mais je te laisse en même temps pousser. C'est un peu le même principe que pour la jachère. La résilience, c'est la capacité à retrouver un fonctionnement optimal et les propriétés initiales avant des chocs, des altérations ou des dysfonctions. Et le surplus, c'est créer un surplus par rapport à ce qu'on produit, comme le zéro déchet avec le si vous avez d'autres mots, après, je pense que l'usage pertinent, éthique, on va en parler. Et ça, c'est si vous vouliez noter quelques définitions, je laisserai mon PowerPoint de toute façon à la fin, mais c'est la 3 définitions la plus simple à trouver avec Wikipédia, c'est que dans Wikipédia, tous. David Algrim, donc l'Australien dont je vous parlais, et Graham Bell, qui est un auteur maquetteur qui est porté sur le social. Donc systémique, ça vient du grec systéma, ça signifie un ensemble organisé, et dans ces cas-là, il faut penser un tout globalement. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais la conception, il ne faut pas juste penser à la conception de son champ, mais il faut penser à la conception de sa vie. C'est ça l'organisation en permaculture. Holistique, ça vient du grec holos, signifiant encore la totalité de l'entier. C'est la tendance dans la nature à constituer des ensembles qui sont supérieurs à la somme de leurs parties au travers de l'évolution créative. Je ne sais pas si on a assimilé la définition. Totalité, somme des parties. Et il faut toujours penser globalement. Tout mettre dedans et tout en même temps sortir. Et c'est un côté magique. Et donc le biomimétisme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je rajouterais que toutes les personnes qui viendraient à définir la permaculture pourraient s'accorder sur le fait que c'est avant tout l'écoute de nos sens, que c'est basé sur l'observation de l'environnement, des hommes, de la nature, mais également des savoir-faire traditionnels et anciens, et des découvertes scientifiques, techniques et technologiques. On ne vient pas à l'âge de pierre parce qu'on décide de vivre dans des maisons en pierre avec une isolation en terre paille et d'avoir un chauffage à bois. C'est juste que économiquement c'est beaucoup plus intéressant et environnementalement ça a vraiment un impact important. Alors du coup vous allez rien voir, mais on va s'en sortir. Donc ça, c'est les éthiques et les principes qui ont été faits par les deux Australiens dont je vous parlais, je vais les relire à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer sur la définition de l'éthique? Oui. Il me semble que c'est un peu la même chose que la morale, parce que c'est une notion qui s'adapte au contexte. Alors, qu'est-ce que la morale? La morale, bien. La morale, c'est un... Il me semble que la morale, au final, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un ensemble de règles traditionnellement émises dans une société. Ça, c'est la morale. Et l'éthique? La politique, pour moi, la morale, en fait, c'est ce qu'il y a avant une action, ce qui conditionne l'action. Et l'éthique, c'est les effets qui en résultent, en fait. Donc, par exemple, quand on dit qu'est-ce qui est éthique si dans l'un des 3 cercles, on va faire un exercice après, ouais. C'est prendre soin de la terre, en haut, prendre soin de l'humain et partager équitablement. Est-ce que c'est... typiquement, est-ce que c'est éthique d'avoir plusieurs femmes? Ou est-ce que c'est moral d'avoir plusieurs femmes? Pour moi, ce serait plutôt moral parce que ça dépend de la culture, en fait. Donc la culture, en Afrique, c'est un truc... Voilà, la polygamie, c'est autorisé, aussi bien par les voilà, hommes que par les femmes. Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que la morale, c'est le bon vivre. C'est un pays, c'est quelque chose qui est établi, qui est ancré dans les mentalités, alors que l'éthique, c'est quelque chose d'évolutif, qui
qui nous appartient à tous. On a tous une éthique, on a tous l'intention de vivre avec quelque chose, alors que la morale, moi j'ai décidé d'enlever parce que c'est comme la notion de bien et mal. Vous pouvez lire Nietzsche, c'est genre juste complètement blanc et ne pas se focaliser sur. On a dit que l'agriculture conventionnelle, on a dit que c'était comme ça, alors maintenant c'est comme ça, et dans 150 ans on nous dira maintenant il faut une telle surface pour telle là. L'éthique c'est, j'ai deux bras, moi je le vois comme ça, j'ai deux bras, deux jambes, j'ai des voisins, il y en a un qui est capable de travailler les céréales, l'autre qui est capable d'élever ou de traire des chèvres, bon on s'associe et on fait quelque chose à taille humaine. Voilà, mais bon, on peut tous avoir un point de vue différent sur l'éthique, et c'est ça, en même temps, tu fais la recherche de la permaculture, c'est grâce à toutes nos énergies qui sont réunies, on permettra de faire avancer et de créer une mouvance réelle par rapport au développement de notre espèce, mais aussi de toutes les espèces vivantes qui existent. Donc pour le premier, pour prendre soin de la terre, ça serait ne plus opposer rendement et écologie, mais les additionner. Parce que prendre soin de la terre, c'est pas seulement prendre soin de soi pour ça répond pour ses finances. C'est qu'est-ce que j'offre en même temps à la terre par rapport aux cultures que je vais pouvoir mettre là-dessus. Prendre soin de l'homme, ça serait de travailler avec soi et aussi avec les autres. C'est unir ses forces plutôt que s'opposer, plutôt qu'être dans la concurrence. Penser qu'une association, c'est toujours plus riche que seulement une personne qui va gouverner. Et enfin, le partage équitable, donc c'est l'abondance écologique, alimentaire et financière, mais elle ne peut pas s'opposer. On ne peut pas opposer le capital et les sociétés. C'est l'abondance qui crée la richesse chez l'homme et sur la terre. Et pour les principes, donc un des trucs fondamentaux, c'est chaque élément remplit plusieurs fonctions. Et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. C'est pas de la philo, c'est quelque chose d'assez simple et on peut l'observer dans différents éléments. Le bois, par exemple, pour vous, quelle fonction il peut remplir? Ouais, chauffage. Construction, préservation des sols, séquestration de carbone, donc ça fait quand même déjà 4 trucs. Et pour toutes ces fonctions, donc on ne va pas faire à chaque fois, mais ces fonctions, elles sont remplies par quels éléments? Ouais. Et par tous les êtres vivants qui vivent à l'intérieur. Donc sans ça, il n'y aurait pas d'existant et il n'y aurait pas de possibilité de pouvoir faire de la construction, du chauffage. Alors, les principes de conception. Le premier, c'est observer et interagir. Observer et interagir avec la nature. Le principe en permaculture, c'est, on dit que c'est un peu des babos, mais on n'est pas vraiment des babos. C'est-à-dire qu'on se pose effectivement, on regarde pendant 1 an, pendant 2 ans, et on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des animaux qui vont passer par là? Ça veut dire qu'il y a un chemin. Est-ce qu'il y a des vents qui vont souffler plus fort par ici? Est-ce qu'il y a une poche de gel qui va se former à un endroit? Tous ces éléments-là, si on les a pas observés minimum pendant 1 an, malheureusement, on ne peut pas connaître vraiment le terrain et on ne peut pas commencer à produire quelque chose. Si pendant l'hiver, on se rend compte que nous, je suis dans le Poitou Charentes, parce qu'il y a une inondation dans le champ du voisin, c'est tout simplement parce qu'il y a un tassement de sable. Et dans ces cas-là, c'est sûr que ces cultures ne vont pas bien pousser et que l'eau ne va pas être directement rentrée dans le sol. Le deuxième, c'est, je ne vais pas par cœur, collecter et stocker l'énergie. Donc pour moi, collecter et stocker l'énergie, ça veut dire que tout au long de l'année, en Poitou-Charentes encore par exemple, il pleut un bon nombre du temps pendant l'hiver. Au lieu de voir cette pluie rentrer dans le sol et la perdre, je la collecte et je m'en sers ensuite pour l'été pour arroser toutes mes productions, que ce soit en serre ou dans le jardin. Créer une production. Donc créer une production, c'est à la fois créer une production d'abord pour soi-même, parce que si on n'est pas en forme, bien sûr, on ne peut pas faire grand-chose. Donc créer d'abord le potager, et ensuite créer une production, que ce soit artisanale ou alimentaire, peu importe. Le quatrième, c'est appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Et je trouve que le symbole de la Terre entière fournit l'exemple du vaste possible d'un organisme autorégulé suite au mécanisme et aux rétroactions des saisons. À chaque fois, ça s'autorégule. Il y a du chaud, il y a du froid, il y a du vent, il y a du froid. Et tout le monde doit aussi appliquer ça dans la nature. Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables. Là, ils ont mis un petit cheval, parce que, par
renouvelable, il ne faut pas seulement penser à réutilisation de l'eau ou alors les déchets de cuisine, etc. Ça, c'est très bien, c'est un compost. C'est bon pour la terre, c'est bon pour si on fait un vermicompost, et tout ça, c'est aussi. J'ai un cheval, ça me sert à la fois à faire des cultures, à me déplacer, et puis à me tenir chaud, ou alors à être un animal de compagnie ou d'équitation pour des enfants ou pour des adultes. Ne pas produire de déchets, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous utilisez que ce qu'il y a dans la nature, vous pourrez forcément le réemployer pour autre chose. Et typiquement, nous là on a mis des bidons de récupérateurs d'eau dans la serre, c'est des anciens bidons qu'on a utilisés, qui étaient chez un garagiste qu'on a récupéré. Bon voilà, on a fait un trou dedans, on a mis en pièces en plastique, parce que malheureusement on ne peut pas toujours tout bien faire, mais avec des petits bouchons, en vase communicant, et ça nous permet de faire ça. Donc on a aussi utilisé d'autres bidons pour faire des roquettes stove, qui est un moyen de chauffage. Donc réutiliser, pensez toujours que si vous avez un produit, vous pouvez le réutiliser. Il y a des gens, moi j'ai été en Indonésie où il faut pousser dans leurs chaussures des végétaux. Et en plus c'est super mignon, enfin voilà, donc on peut prendre des petits pots en plastique, comme des chaussures, converse usagées, et tout ça, parce que c'est pas mal du tout. Partir des structures d'ensemble pour arriver au détail, donc ça c'était le principe de conception. Que si vous regardez un ensemble dans sa totalité, vous pouvez voir ensuite ce qu'il y a amélioré ou ce qu'il y a apporté. Si vous êtes sur un terrain qui est propice à faire différentes zones de culture, vous pouvez le faire en vous mettant plus près sur la terre pour savoir ce qu'il y a à faire. Mais si vous ne regardez pas le terrain dans l'ensemble par rapport aux pentes, au vent et autres, vous ne pouvez pas tirer avantage de l'espace que vous avez. Intégrer plutôt séparé, là c'est à la fois aussi bien pour les cultures mais aussi pour les hommes. C'est le même principe que tout à l'heure, unir ses forces, ça serait toujours plus bénéfique que séparer. Utiliser des solutions à des petites échelles avec patience. Là pour moi c'est la même solution. Si vous êtes dans un hameau, vous êtes dans un village ou même dans une ville, utiliser des moyens de pouvoir connecter les habitants entre eux ou alors différents corps de métier, créer des supérettes qui soient à la fois bénéfiques pour le fromager que pour le boulanger ou autre, et ça permettra non seulement d'apporter une richesse humaine, mais aussi par rapport à votre capacité de travail. Utiliser et valoriser la diversité, donc c'est la diversité qui est autour de vous, c'est tout simplement le climat ou alors les espèces végétales qui existent. Les interfaces, les éléments de bordure. Moi, c'est le premier truc que j'ai appris quand j'ai fait mon cours certifié de permaculture, c'était la bordure. Qu'est-ce que c'est quand on voit là le ministère de l'Agriculture est en train de nous demander de replanter des haies un peu partout et il finance même les agriculteurs pour le faire. Il n'y a pas que une cloison ou une séparation, c'est parce qu'à ces éléments de bordure-là, il y a des espèces, par exemple, si on est entre la forêt et la prairie, qui peuvent ni vivre dans la forêt, ni vivre dans la prairie, mais qui peuvent vivre uniquement dans ces petites lisières. Et c'est cette biodiversité sur le terrain qui permettra d'apporter à votre espace de culture plus de richesse et surtout une activité beaucoup plus pérenne. Utiliser le changement et réagir de manière créative, soyez créatifs et utilisez, prenez l'aspect positif des choses en vous disant par exemple, vous devez changer, j'ai vu un film documentaire sur la ZAD, la zone d'occupation contre Notre-Dame-des-Landes, qui réutilisait une étable pour faire une université populaire. Donc voilà, les étables allaient être découpées avec des morceaux de tôle pour pouvoir faire des champs d'occupation. Donc la permaculture, c'est pas seulement la culture, c'est aussi repenser tout le côté sociétal, qui est super important. Alors, ensuite, c'est le principe que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le zonage sur qu'est-ce qui est important par rapport à nous, qu'est-ce qui doit être à côté de la maison ou qu'est-ce qui doit être un peu plus éloigné. Bon, alors là, sont dessinées une maison, des cultures potagères, une serre, un peu plus grande culture, des petites poulettes, un verger c'est presque nature, et là, des animaux qui vont de culture. Donc là, ça montre généralement l'importance et l'utilisation de plus intense au moins intense,
et la distance croissante qu'on va parcourir pour aller faire tout ça. Et sur l'autre photo qu'il y a, vous pouvez voir, c'est un zonage. Donc on considère en permaculture qu'il y a 5 zones. Soit il y a la zone 0, c'est-à-dire nous, moi uniquement. Et ensuite il y a la zone 1. Donc là on peut imaginer qu'il y a très bien la maison avec pourquoi pas une serre attenante qui permet de garder la chaleur, ou alors le poulailler, avec ici une zone, le poulailler. Ensuite ici vous allez avoir 2 espaces de culture. Là c'est des bêtes, et là la zone 4, c'est la zone qui est utilisée par l'homme, dans le temps laissé un peu à la nature. Et la zone la plus importante, c'est la zone 5, c'est la zone qu'on ne touche pas. C'est-à-dire que si vous imaginez avoir un terrain et vouloir faire de la permaculture, pensez à vous, parce que sans vous, votre terrain il n'existera pas. Pensez aux animaux ou aux cultures, aux végétaux que vous allez utiliser, et vous pensez surtout à ce que vous allez laisser naturel, parce que vous ne pourrez jamais avoir un environnement complètement productif et rentable si vous ne laissez pas la nature reprendre le dessus, au moins un espace. Et donc, du coup, la diapo suivante, c'est une méthode qu'on propose, qui s'appelle la méthode O'Brien. C'est observation, bordure, ressources, évaluation, design, implémentation, maintenance, encore observation. Et donc ça, c'est la méthodologie qu'on propose aux gens quand ils s'installent chez eux. Donc l'observation, c'est ce que je vous disais, c'est sans discrimination sensorielle, auditive, est-ce qu'il y a une poche de par-ci, est-ce qu'il y en a une par-là. C'est la faune, la flore, est-ce qu'il y a certains arbres qui sont malades, là il y a les zones qui sont des capteurs d'azote, c'est super, mais ils sont tous malades. Est-ce que c'est une bonne idée si je m'installe là, si je vois qu'il y a une forêt qui est remplie d'eau sur 2 hectares, je me dis ouais super, j'ai du bois de chauffage, ça se trouve 3 ans après il n'y aura plus rien. Et vous serez incapable de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ça a été une monoculture d'arbres qui a été planté. Si vous acceptez la diversité, c'est là où vous trouverez votre richesse. Les effets de bordure, donc c'est à la fois les bordures, comme on parlait d'un terrain, mais aussi les bordures à la limite de votre projet. Pensez avec qui vous voulez vous associer, comment vous voulez vous associer, personnellement, votre famille ou autre, les finances. Est-ce qu'il y a des interfaces ou des interactions intéressantes à avoir avec les voisins? Et surtout, est-ce qu'il y a des limites juridiques à l'implantation du terrain? Les ressources, donc c'est les ressources financières, mais aussi qu'est-ce qui se trouve sur le terrain. Donc toujours pareil, vent, pluie, terre, les plantes, la faune, la flore. Et les ressources extérieures, est-ce qu'il y a une scierie à côté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aussi du même corps de métier que moi, à qui je pourrais demander des conseils? L'évaluation, ça c'est, donc on connaît nos ressources, on évalue ce dont on a besoin et on fait une relation entre les entrants et les sortants des besoins de l'activité. Donc c'est juste avant la phase de design où on va commencer à designer. Tout ça c'est un design de l'endroit où du qui s'appelle la Cordonnière, qui est tenu par un permaculteur français qui s'appelle Pascal de Fiel, qui a des visites tous les mois, tous les premiers dimanches du mois si vous voulez. Et donc après la phase de design, c'est comment vous allez avancer votre espace. Votre maison, ok, donc nous on est situé ici. Moi ça c'est ma petite maison, c'est une ancienne cochonnerie. Ça c'est la maison du permaculteur. Et ça c'est la grange, l'espace collectif avec qui, quand il y a des chantiers participatifs par nous ou autres, on invite les gens. Ça c'est notre potager. Ça c'est notre après à bois qui est là, ça c'est la grange du voisin. On a une poussière qui est sympa et donc on récupère l'eau et lui évite de détruire les fondations de ces bâtiments. Là c'est notre petit verger avec la cabane des canards et la mare. Là c'est notre forêt qu'on ne touche absolument pas, il y a des campings quand il y a besoin. Ça c'est un autre espace de culture. Ça c'est la future hypothétique et utopique piscine naturelle qu'on aura un jour. Et ça c'est notre serre qu'on partage avec les voisins qui sont juste là. Et donc voilà, le design c'est qu'est-ce que je mets, comment je veux mettre, qui y a sur le projet pour m'aider aussi. L'implémentation, c'est comment vous allez le mettre en place. La maintenance, il faut le penser avant de vous lancer dans le projet, parce que c'est bien de mettre une serre, c'est bien de faire des choses comme ça, mais si vous n'avez pas ni les moyens financiers, ni les moyens humains pour pouvoir faire des réparations, ou pour pouvoir soigner vos animaux ou soigner vos arbres, ça sera un peu difficile de pouvoir regarder le site à la fois. Et l'observation, parce que la permaculture, c'est redondance. Toujours revoir ce qu'on a fait, toujours repenser ce qu'on a fait.
voilà, et ça c'est juste un petit truc pour vous montrer. Ça c'est une association, c'est Vilpa, c'est une association qui est vieille, les Incas le faisaient. C'est du maïs, des haricots grimpeurs et des courges, parce que l'un sert au tuteur, le maïs sert de tuteur pour les haricots. Les haricots sont fixateurs d'azote, les courges tapissent le sol et donc du coup gardent un ombrage suffisant en couvre au sol. Voilà, c'est une culture, c'est le truc le plus commun qu'on a en permaculture, qui permet d'avoir sur un territoire vraiment restreint 3 espèces à manger. Et ça, c'est juste, si vous allez dans un potager, vous voyez des fleurs à côté des poireaux, des capucines à côté des tomates, c'est pas seulement parce que c'est joli, mais c'est parce qu'il y a des espèces qui permettent de protéger les autres et des plantes qui sont compagnes. Voilà. Et ça, c'est des gens moi, que je regarde sur YouTube ou alors que je lis, qui sont bien. Donc il y a Fukuyoka, dont je vous ai parlé, Jim Wilson et David Ansel, qui sont des permaculteurs australiens, Jeff Lawton, qui est un super permaculteur aussi, Steph Hunter, qui est un fou australien, qui a une forêt comestible absolument géniale. Il y a des vidéos sur YouTube. Conrad Schroeder qui fait, je crois que j'ai oublié un I d'ailleurs, et j'ai rajouté un C, mais qui fait des conférences sur le maraîchage sol vivant. Margot Fils, il propose des cultures céréalières un peu différentes. Et vous pouvez en trouver plein sur YouTube, il y a plein de chaînes où vous pouvez vous abonner ou même regarder des contenus. Voilà, venez en permaculture, c'est super bien. On ne fume pas des pétards, on est travailleurs et se garder un peu la tête. J'ai une question qui me concerne plutôt vous. Quand vous vous inscrivez à la permaculture, et si j'ai compris, vous faites partie d'une association d'employés. Ouais, moi je suis venue à la permaculture par hasard parce que j'ai pas mal voyagé en ancien professionnel et personnel. Avant j'étais dans communication événementielle, donc rien à voir. Et puis j'ai été dans un pays, ça m'a beaucoup plu et j'ai fait un trek qui m'a complètement bouleversée et j'habitais à Paris. J'avais grandi à Paris et je me suis dit bon bah en fait j'ai plus rien à faire à Paris quoi, donc il faut que je bouge, il faut que j'aille voir ailleurs. Et moi je vois un peu ou tout blanc ou tout noir, au lieu d'être à Paris dans la communication artistique et événementielle, je me suis dit bon bah je vais aller faire de l'agriculture et puis je vais voir ce que ça donne quoi. Puis du coup j'ai découvert l'agriculture et la permaculture parce que pour moi l'agriculture c'était trop sectaire. Je voulais quelque chose de plus généraliste. Et l'association dans laquelle je suis, Brin de Paille, c'est j'en suis dans 2. Brin de Paille, donc c'est celle qui promeut la permaculture en France. Tout le monde peut y rentrer. L'adhésion est gratuite. Vous pouvez faire un don, bien évidemment. Mais voilà, c'est une plateforme qui permet de pouvoir se échanger. Il y a un forum d'entraide. Il y a plein de gens qui s'y retrouvent et c'est vraiment une belle aventure humaine. Il y a 45 correspondants locaux répartis un peu partout en France. Il y a le festival de permaculture qui a lieu tous les ans. L'année dernière, c'était à côté de Nantes. C'est pendant le mois d'août, donc il y a moyen de pouvoir s'intéresser de près ou de loin à la permaculture. C'est bon? Effectivement, on passe au thème d'après.